Bienvenue sur Vox Africa, vous regardez Vox Books. La semaine dernière, nous avons parlé de la coédition pour les maisons d'édition africaines. Aujourd'hui, nous reviendrons sur le copyright, le droit sur la propriété intellectuelle. Et notamment, nous parlerons de ces enjeux. Ce sera l'objet de la première partie de cette émission, La vie du livre. Et puis, en seconde partie de cette émission, nous avons rendez-vous avec Joël Constant Etana Ongba, qui a écrit un volumineux ouvrage sur le recouvrement des recettes fiscales au Cameroun. Et puis en troisième partie, nous clôturerons avec Daniel, un jeune Camerounais qui a accepté de partager avec nous son livre de chevet. Le grand reportage d'aujourd'hui revient donc sur les enjeux de la coédition. Quelle importance pour les éditeurs d'avoir accès à la réalisation des textes du copyright, élément sans lequel vous n'avez pas droit à la propriété intellectuelle. Élément de réponse avec Paulin Bala, Valérie Ngassa. C'est une chose que les éditeurs et auteurs connaissent bien dans la production, la reproduction ou la coédition d'un livre. Les Français l'appellent droit d'auteur, mais les Anglo-Saxons préfèrent l'appeler copyright. Chez les Anglo-Saxons, assez souvent, l'auteur et l'éditeur gèrent le copyright, c'est-à-dire toutes les autorisations d'exploitation du livre qui peuvent être faites obtiennent préalablement l'accord de l'auteur et de l'éditeur. Dans le système français, c'est l'éditeur qui gère pratiquement tout le patrimoine qui peut être généré par l'ouvrage d'un auteur. Donc, c'est l'éditeur qui donne les autorisations à ceux qui veulent faire des adaptations au cinéma, qui veulent faire des adaptations musicales, théâtrales de l'œuvre. Littéralement, copyright en français signifierait simplement droit de reproduction. Donc, lorsqu'on évoque copyright, on s'attaque aux aspects patrimoniaux, aux aspects mécaniques. Dit que tel détient un copyright signifie qu'il détient les droits de reproduction sur une œuvre donnée. Ce n'est donc pas pour rien qu'il est toujours convoité par toutes les parties engagées dans un projet, car c'est l'un des enjeux principaux de la coédition. Plus vous vous impliquez en fait dans le contenu des textes d'une œuvre, plus vous êtes présent dans le contenu du copyright, plus votre valeur à la participation de l'œuvre et donc à son profit en termes de rentabilité vous est aussi indue. C'est en fait ça le grand jeu de l'édition. La mission de l'éditeur qui tient le contrat d'édition, c'est d'exploiter au maximum, de rechercher le maximum de retombées financières. Et chaque fois qu'il y a une retombée, il se la partage avec l'auteur. Céder les droits d'une œuvre, c'est donner l'autorisation à un autre éditeur, assez souvent à un autre éditeur, donner l'autorisation à un autre éditeur d'exploiter cet ouvrage-là pour un marché précis. Nous avons par exemple des ouvrages qui ont été cédés, dont les droits ont été cédés à un éditeur algérien dans le cadre de la dernière panafricaine. Qu'est-ce que l'éditeur a fait? Il nous a écrit « Je souhaite éditer pour le marché algérien et à l'occasion de la panafricaine tel et tel de vos titres. Quelles sont les conditions à remplir ?» On lui dit « On vous cède les droits dans les conditions suivantes. » Et assez souvent, en réalité, on demande à l'éditeur qui achète les droits de préciser les quantités qu'il va produire, d'indiquer le prix auquel il va vendre le livre et de payer un pourcentage de ces ventes-là. Et de façon générale, il le paye à l'avance et en totalité. Son importance est donc avérée, ce qui n'est pas le cas de sa relation avec le droit d'auteur. Très souvent confondus l'un à l'autre, le copyright et le droit d'auteur ont toujours entretenu une confusion qui demeure jusqu'aujourd'hui et qui divise même parfois les spécialistes eux-mêmes. Le copyright, c'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur est un droit, tel que le patronyme l'indique lui-même, qui est réservé à toute personne physique ayant rédigé une œuvre. Donc ce droit est un pourcentage que l'auteur va recevoir sur les ventes effectuées au sein de la maison d'édition avec laquelle il a choisi de pouvoir collaborer. Ce qui concerne le copyright, c'est davantage un droit qui a un rapport avec une gestion commerciale de l'œuvre.
Et au niveau donc de ce copyright, il s'agit de tout le travail intellectuel qui aura été intégré dans une œuvre et qui permet de lui donner une valeur commerciale. Donc ce sont vraiment deux droits qui sont bien séparés. Chaque fois qu'un écrivain fait un livre, qu'il le propose à un éditeur, au terme du travail qui permet d'aboutir à la production de ce livre-là, il y a un contrat qui règle les relations entre les parties. Et essentiellement, ce contrat tourne autour de ce qu'on appelle le droit d'auteur. Lorsque vous faites un ouvrage, vous allez le commercialiser. Il faut que l'auteur sache comment il sera rémunéré. Et c'est le contrat qui règle la question du droit d'auteur. Maintenant, le livre que vous avez produit peut faire l'objet d'autres exploitations. Et assez souvent, donc, il y a un copyright, c'est-à-dire une autorisation préalable à l'exploitation de ce livre-là qui doit être obtenue. En réalité, la différence compte peu dans une coédition, car que ce soit le copyright ou le droit d'auteur, il est crucial d'en être le détenteur. Avec le droit d'auteur, on peut gérer la commercialisation de l'œuvre. On a beaucoup plus de pouvoir, en fait, parce que le livre se fonde déjà sur le droit d'auteur. Il y a plusieurs droits et avec ça, on peut tenir son co-contractant. Donc, c'est bon d'avoir le droit d'auteur sur soi parce qu'en fait, en ayant le droit d'auteur, on a tous les pouvoirs. Les entreprises d'édition sont d'abord des sociétés à fonds privés et que chacune a son objectif en termes de rentabilité, en termes de croissance, en termes de stratégie, et que c'est véritablement une décision managériale en fait, de décider de s'impliquer dans le texte de façon plus profonde, plus approfondie, plus totale, plus investie, ou alors de s'impliquer dans des œuvres qui sont déjà existantes. C'est donc extrêmement important d'avoir avec soi dans une coédition la propriété du copyright qui est en réalité le fond du texte et qui vous donne tous les droits en tant que propriétaire. Nous avons rendez-vous avec Joël Constant Etana Ongba. Il a publié un volumineux ouvrage de 700 pages et je vous propose de découvrir son nouvel ouvrage qu'il vient de publier aux éditions Afredite. Joël Constant Etana Ongba, bonjour. Bonjour. Votre nouvel ouvrage, Poste comptable et recouvrement opérationnel de la fiscalité locale au FEICOM, est long, 730 pages, mais aussi très long par son titre. Mais en réalité, c'est une contribution, c'est la vôtre, pour permettre au FEICOM notamment, mais aussi à beaucoup d'autres structures en charge de la décentralisation, de pouvoir recouvrer toutes les recettes fiscales. C'est bien cela? Oui, bon, c'est vrai que le livre est grand, comme vous venez de dire. Et c'est justement par rapport au nombre d'informations que j'ai voulu partager avec tous ceux qui sont concernés par la fiscalité locale. Parce qu'il faut le dire, la fiscalité locale concerne tout individu. Parce que par les actions que nous posons, nous contribuons à travers nos actions à une activité qui est une activité économique, ou par rapport aux décisions que nous prenons, ces décisions influencent l'activité économique qui permet de générer les recettes qui sont ces recettes fiscales locales. Donc j'ai pensé qu'il était important de partager toute cette information, de présenter à tout le monde parce que, comme je disais tout à l'heure, nous sommes tous concernés par la fiscalité locale, à quelque niveau que ce soit, parce que toutes les actions que nous posons en réalité concourent, n'est-ce pas, à organiser le développement. Et c'est ces développements-là, c'est toutes ces actions-là pour concourir au développement qui permet de générer cette fiscalité locale dont il est question ici. Et vous avez parlé tout à l'heure de FEICOM, il faut dire que c'est écrit FEICOM, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que le FEICOM est en fait la structure qui centralise plus de 80% des recettes fiscales locales. Et c'est ces recettes fiscales locales, pour le moment, qui sont les grosses contributrices du développement local au Cameroun à l'heure actuelle. L'ouvrage est long, certes, mais il est aussi extrêmement technique parce que dans le fond, ça peint ou ça ressort les procédures à suivre pour pouvoir recouvrir donc toutes ces recettes fiscales. Est-ce que le livre est adressé seulement aux gens qui ont la charge de recouvrer ces taxes fiscales ou alors c'est adressé à un autre public aussi? En réalité, le livre s'adresse à tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il y a ceux qui décident, qui prennent les textes,
qui doivent permettre effectivement que cette fiscalité locale s'épanouisse. Il y a également ceux qui, par leurs actions, comme je disais tout à l'heure, tous les acteurs que nous sommes, n'est-ce pas, contribuent, n'est-ce pas, aux activités qui génèrent ces recettes fiscales locales. Donc, le livre ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont les spécialistes du domaine, mais il s'adresse à tout le monde. Parce que vous avez une activité et vous devez payer des impôts. Il faut bien que vous sachiez combien vous devez payer et quelle est la procédure que vous devez suivre pour payer ces impôts. Vous avez par exemple, vous pouvez être un importateur et puis vous ne savez pas comment ça se passe lorsque vous importez la marchandise. Quelles sont les taxes que vous devez payer et comment vous devez les payer et combien vous devez payer. Ce livre en fait vous permet d'explorer toutes les taxes que vous devez payer, les montants que vous devez payer et les procédures que vous devez suivre pour payer. Donc il est important pour chaque individu de savoir, puisque nous sommes tous des contribuables, de savoir combien nous devons payer à l'État pour toutes les activités que nous menons. Donc, il concerne à la fois l'État et ses services de recouvrement, qui sont les impôts, le trésor, la douane et les collectivités territoriales décentralisées. Il concerne également tous les contribuables, tout individu qui a une activité. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes peut-être fonctionnaire. Et il y a des retenues qui sont faites sur vos salaires qui entrent dans le cadre de la fiscalité locale. Parmi ces retenues, vous avez par exemple l'IRPP qui vous est retenu sur votre salaire, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et cet impôt sur le revenu des personnes physiques, n'est-ce pas, il est prélevé sur cet impôt-là des CAC, c'est-à-dire les centimes additionnels communaux, pour ceux qui sont par exemple des fonctionnaires. Et il faut bien savoir combien vous payez, qu'est-ce que ça représente. Comment est-ce que c'est prélevé et quels sont les pourcentages et comment est-ce que l'État a réparti ces différentes taxes-là pour justement qu'elles concourent au développement local. Donc, pour me résumer, vous voyez donc qu'au départ, on pouvait penser que ça s'adresse uniquement à ceux qui sont dans les services fiscaux, mais vous voyez qu'un fonctionnaire, par exemple, a intérêt à connaître parce que ça lui permet de savoir ce qui est prélevé sur son salaire et où ça va. En réalité. L'année dernière, lors de la dédicace de votre ouvrage, vous disiez, je vous cite, que cet ouvrage, Poste comptable et recouvrement opérationnel de la fiscalité locale au FEICOM, est un ouvrage pour rendre ou un ouvrage consacré ou dédié à la décentralisation et à une décentralisation plus efficace parce que des lacunes avaient été observées. Est-ce que vous y avez répondu dans cet ouvrage? Vous avez répondu à ces lacunes que vous avez justement observées? Disons que lorsque nous écrivons, lorsqu'un ouvrage est écrit de cette manière, c'est pour en fait contribuer à l'épanouissement de cette fiscalité, pour présenter les problèmes que cette fiscalité connaît et pour proposer des solutions pour résoudre justement ces problèmes qui se posent. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de décentralisation parce que l'État a estimé que la meilleure manière de concourir au développement, c'est de responsabiliser les collectivités. Et elle a donc opéré un certain nombre de transferts de compétences et de ressources aux collectivités. Et cela ne peut pas être efficace si un certain nombre de problèmes qui concernent cette fiscalité ne sont pas résolus. Et c'est pour ça que dans l'ouvrage, nous tenons compte d'un certain nombre de points. Nous prenons par exemple les nouveaux transferts de fiscalité que l'État a fait aux collectivités locales. Nous présentons les problèmes qui se posent pour ces transferts de fiscalité. Quelles sont les difficultés que ces transferts de fiscalité vont rencontrer? Certes, quels sont aussi les problèmes que ça va résoudre, mais également les problèmes que ces transferts de fiscalité, si ces transferts de fiscalité, disons que les difficultés qui vont être rencontrées dans le transfert de ces fiscalités. Donc nous essayons d'aborder tous les aspects de la fiscalité qui concernent la décentralisation en cours. C'est donc ça que nous présentons, à la fois les aspects positifs, mais également les problèmes que ce transfert de fiscalité pose. Est-ce que pensez-vous réellement que les 730 pages, c'est vraiment énorme, j'insiste là-dessus, parce que lorsqu'on le lit, c'est séquencé, on prend la peine de détailler, de donner la procédure à suivre. Est-ce que vous avez tout embrassé? Vous avez l'impression que c'est vraiment tout ce qu'il faut? Disons qu'il est difficile de présenter tous les aspects parce que la fiscalité locale, elle est vaste, elle est en construction. Donc, forcément, il y aura des transformations qui vont suivre, il y aura des évolutions. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est déjà de présenter pour la première fois un ouvrage qui s'intéresse profondément
à la fiscalité locale et qui essaye de présenter toutes les possibilités de développement qu'on peut apporter, toutes les réformes qui peuvent être apportées dans le domaine de la fiscalité locale. Parce qu'il faut le dire clairement aujourd'hui, en ce qui concerne les ressources propres des collectivités territoriales aujourd'hui, la fiscalité locale constitue la principale ressource financière propre des collectivités territoriales décentralisées. Et pour cela donc, pour que ces collectivités se développent, il faudrait bien que cette principale ressource, n'est-ce pas, soit déjà bien recouvrée et que tous les acteurs qui doivent contribuer à son épanouissement aillent dans le même sens, de manière à résoudre tous les problèmes qui se posent par rapport à cette fiscalité. Parce que ce qu'il faut dire, c'est quoi? Cette fiscalité a un potentiel qui doit être mis en place, disons que qui doit se faire, qui doit être organisée. Cette fiscalité également a un potentiel qui doit être atteinte en termes de recouvrement. C'est cet ensemble-là qui permet, n'est-ce pas, que la fiscalité s'épanouisse. Et pour cela, l'État doit jouer son rôle, lui qui prend les textes, mais également toute personne. Nous venons de parler tout à l'heure des retenues, par exemple, qui sont faites sur les salaires, qui concernent les fonctionnaires. Nous parlons également des entreprises dont l'activité est assujettie au prélèvement de la fiscalité locale. Donc tous ces acteurs-là, il faudrait que tous ces acteurs-là contribuent. Et pour qu'ils contribuent, il faut déjà qu'ils connaissent quel rôle ils jouent dans cette fiscalité et quels sont les problèmes que rencontre justement cette fiscalité. Quand chacun des acteurs sera conscient du rôle qu'il joue et de l'importance que représente cette fiscalité pour le développement local, à ce moment-là, on pourra réellement parler on pourra vraiment penser à un réel développement local. Donc, l'ouvrage s'adresse effectivement donc à tous les acteurs. Il n'est pas réservé à des acteurs spécifiques ou particuliers, mais il s'adresse à tous les acteurs de la société. Joël Constant et Tana Ongba, merci. Autre nouvelle parution et ouvrage disponible dans différentes maisons d'édition africaines, une sélection d'Andrea Bomo. La rupture des fiançailles de Brigitte Duidje Chatoué. L'ouvrage s'attelle à discriminer entre les motifs légitimes et illégitimes de la rupture des fiançailles, puis à en déterminer les conséquences sur les plans juridiques et psychosociologiques, en insistant, en regard du contexte camerounais, sur le caractère délictuel et non pas contractuel de la responsabilité de l'auteur de la rupture abusive. Disponible aux éditions Presse universitaire d'Afrique. Une vie de Peul, de Kolian Dina Taïwe. Son roman Nomade est une réflexion cathartique qui interroge les cohabitations ethniques du Cameroun autour de deux traversées, une spatiale allant de l'Afrique de l'Ouest au nord du pays et l'autre temporelle se définissant autour de la fin de la colonisation jusqu'à l'avènement de la Deuxième République du Cameroun. Paru cette année aux éditions Clés. Roi et royaume Bamileke. Le livre coécrit par Aman Mana et Mireille Bissek retrace les épopées entrelacées des monarques du pays Bamileke à l'ouest du Cameroun. De l'installation par les pères fondateurs des dynasties à la marche vers l'indépendance du Cameroun, en passant par la conquête de nouveaux espaces au détriment des voisins et la rencontre avec le colonisateur qui a laissé un impact sur ces royautés. Disponible aux éditions du Chabel. Mon livre de chevet cette semaine, nous le partageons avec un jeune Camerounais, Daniel Ndié, c'est son nom. Nous l'avons rencontré à Yaoundé, en plein air, et il a accepté de partager avec nous ses lectures. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je suis Rémi Sabimana de Vox Africa. Ok. Moi c'est... Non, moi c'est Daniel Richard Ndié, oui. Vous lisez quoi actuellement ? La marginalisation des pygmées d'Afrique centrale. Marginalisation des pygmées en Afrique centrale? D'Afrique centrale. En fait, c'est un livre qui porte sur l'autopromotion des pygmées d'Afrique centrale, je veux dire les Batwa du Burundi et du Rwanda et les Baka et les Bakola du Cameroun, entre autres. Donc, vous savez, j'estime personnellement nécessaire la réévaluation des processus qui affectent aujourd'hui ces populations marginalisées. Donc, en cernant par exemple leurs besoins de survie, de subsistance ou de développement, voilà. Moi je pense nécessaire vraiment qu'on puisse faciliter leur intégration, pour ainsi dire.
C'est un peu Et ça. pourquoi vous intéressez-vous aux pygmées exactement? C'est parce que déjà, ce livre s'inscrit, à mon sens, dans cette logique-là qui est déjà de tabler sur la situation actuelle de ce peuple-là, du peuple Baka. Voilà. Et leur perspective future en apportant peut-être, pourquoi pas, une contribution à la solution de leurs problèmes. Bon, des problèmes qui posent notamment sur, comment dirais-je, la question des pygmées Baka, dans la dynamique de la gestion participative de la faune du Sud Cameroun, pourquoi pas, par exemple. Vous en êtes où dans votre ouvrage? Au tout début, à la fin ou au milieu? C'est vrai que je ne suis pas encore très avancé, voilà, vous me prenez de court, mais il est assez captivant, voilà, c'est assez exaltant de partager cette expérience-là, voilà. Déjà, c'est des auteurs très connus qui ont concocté ce joyau. Je pense à Séverin Cécile Abega, à Patrice Bagombe Logo. Voilà, c'est ces deux éditeurs qui ont pu mettre en place ce magnifique bijou. Donc pour l'instant, j'étais transporté, j'étais en pleine escapade virtuelle, on va dire ça comme ça. Et je pense que d'ici peut-être ce soir, quand je l'aurai consommé en entier, je serai mieux fixé pour répondre peut-être à vos préoccupations. Écoute Daniel, une dernière question peut-être, si tu le permets. Oui. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué dans la vie, un livre que tu as lu et peut-être relu? C'est vrai que c'est un livre qui date d'il y a longtemps. Je pense que c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Le titre, c'était « Mieux vivre la solitude ». C'est assez bizarre, c'est vrai. Mais vous m'avez trouvé seul, donc ça illustre parfaitement le titre. En fait, c'est deux écrivains. C'est vrai, vous allez peut-être remarquer que je ne lis que des livres qui ont été coécrits. C'était, si je me souviens bien, Cosette Fébricy et le pasteur Jacques Poujol. Bon voilà. C'est un livre qui essayait de ressortir un peu l'historique de ce phénomène sociologique qui est la solitude. Parce que moi, par exemple, j'estime de par mes expériences vécues, je pense que tous autant que nous sommes, avons vécu ou allons vivre un moment de solitude dans notre vie. Même les couples mariés n'y échappent pas. Voilà. Et tu as finalement réussi à vaincre la solitude? Parce qu'on te voit effectivement solitaire. On croirait même voir un misanthrope puisque tu t'es retiré. Non, en fait, ce qui m'a amené à lire ce livre, c'était d'essayer de comprendre vraiment d'où vient ce phénomène-là. Pourquoi être seul? Pourquoi ressentir ce sentiment alors qu'on est même marié et qu'on partage sa vie avec un compagnon, une compagne? Et j'y ai appris beaucoup de choses. Oui, j'y ai appris beaucoup de choses. Par exemple, je me rappelle d'un personnage du livre, c'est une femme, Brigitte, qui avait dit « Je suis divorcée, mais je suis heureuse. Mes amis le trouvent bizarre, mais il est mieux de vivre seul. En fait, il est pire de vivre à deux et de se sentir seul. » Voilà, c'est la raison pour laquelle elle a préféré divorcer, et je me suis rendu compte que être seul parfois relève d'un choix personnel, d'un choix personnel de tout un chacun. C'est la perception de tout un chacun. Ça dépend de comment les gens la vivent. Moi, à un moment de ma vie, je me suis senti seul parce que j'ai vécu une expérience un peu traumatisante. Je faisais dans la musique, j'appartenais à un groupe. Puis du jour au lendemain, ils m'ont lâché, je n'ai pas trop compris pourquoi, et je me suis senti seul au monde. Donc ce livre m'a un peu rappelé ce moment-là. Mais ce qui est encore, ce qui porte encore dans ce livre, c'est le fait que ces auteurs-là aient pu proposer des solutions assez pratiques d'ailleurs pour mieux gérer ce problème de solitude et pourquoi pas espérer à l'épanouissement personnel. Voilà.
C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Allez, on vous laisse en compagnie d'Andrea Bomo pour la suite des ouvrages disponibles aux différentes éditions africaines. Allez, au revoir. L'enseignement en Afrique, cas du Congo, d'Antoine Dingaoba. Dans son recueil d'allocutions inspirées de la situation au Congo, l'auteur suggère et répond aux questions posées généralement par les éducateurs, chercheurs et dirigeants politiques pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques éducatives en Afrique et dans les pays du tiers-monde. Disponible aux éditions Présence africaine. Le bleu de mon regard, d'Hervé Madaya. Dans ce petit ouvrage d'une 60aine de pages, l'auteur y associe ses textes et les photographies de Georges Bertrand. L'ensemble reflète, métamorphosé par la poésie du regard et de la parole, la dure réalité africaine vécue dans un pays qui pourrait avoir bien des noms, puisque le Cameroun qui est montré là semble être un raccourci des mots d'un continent. Publié aux éditions Création.